c'est l'heure de l'info-flash du Boub-Boub. Petit épisode de courte durée sur un sujet bien précis pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. La montée de lait, ce moment où tes seins deviennent plus gros que la tête de ton tout petit bébé, ou lactogénèse, est un processus naturel qui se produit après l'accouchement pour initier et établir la production de lait maternel. Elle a lieu chez toutes les femmes, qu'elles allaitent ou non, entre le 2e et le 5e jour post-accouchement. Elle se déroule en plusieurs étapes et peut varier légèrement d'une personne à une autre. On t'explique ce phénomène. C'est l'heure de la petite tétée. Avant la naissance, la préparation du sein. Pendant la grossesse, les hormones, la progestérone, les oestrogènes, la prolactine et un tas d'autres préparent les glandes mammaires à la production de lait. On en a parlé dans le premier épisode. Les seins peuvent devenir plus volumineux, sensibles et lourds. Le colostrum, le premier lait, un liquide épais et jaune, peut commencer à s'écouler. D'ailleurs, ce colostrum, on peut déjà en recueillir manuellement lors du dernier mois de grossesse. Un peu d'expression manuelle, ça permet de recueillir quelques millilitres. On va en reparler parce que c'est un sujet passionnant et que de plus en plus d'études montrent un bénéfice dans ce protocole d'extraction anténatale, comme on dit. Oui, et après l'accouchement, c'est la montée de lait, la lactogénèse, partie 2. Après la naissance, la chute soudaine des hormones placentaires, notamment la progestérone, combinée à l'augmentation de la prolactine, déclenche la production abondante de lait. La montée de lait se produit généralement entre 24 et 72 heures après l'accouchement, mais elle peut être retardée en cas de césarienne ou de séparation initiale de la mère et de son bébé. Les seins deviennent souvent plus pleins, chauds, parfois tendus et douloureux. On peut le dire, on a l'impression qu'ils deviennent des briques. Oups, on te spoil. Au niveau de la sensation physique, certaines mères ressentent une chaleur, une pression plus ou moins forte ou un léger picotement dans les seins lorsque le lait arrive. Ou alors elles vont carrément sentir que leurs seins vont exploser. Ok, ça c'est encore un spoil, mais on t'aura prévenu. Il est fréquent que les seins deviennent temporairement engorgés si le lait n'est pas exprimé, c'est-à-dire s'il ne s'écoule pas régulièrement par la tétée ou le pompage. Et c'est là que vient tout l'intérêt de ce qu'on a déjà parlé, ce petit accessoire qui s'appelle le pouette ou le recueil-lait. Ça permet de vider le lait avec une pression de ventouse, mais sans le vider complètement et donc sans stimuler, encore une fois, qu'il se remplisse encore plus et que ça fasse encore plus mal. Si tu as écouté l'épisode 1, normalement, tu comprends ce que je suis en train de dire. En gros, ça se tend à mort, et puis ça coule. Et c'est là qu'il faut commencer à prévoir les coussinets jetables ou lavables qu'on va changer régulièrement pour éviter la macération, parce que c'est humide, et donc les complications locales au niveau des mamelons. La montée de lait est le point de départ d'une production soutenue, régulée, ensuite par la demande, tétée du bébé ou expression du lait. C'est le principe d'offre et de la demande, expliqué dans notre tout premier épisode. C'est-à-dire que plus le bébé tète efficacement et régulièrement, plus la production de lait sera adaptée à ses besoins. Maintenant, you know, depuis le temps qu'on le dit. Mais alors comment on va faire pour la gérer cette montée de lait ? La première chose à faire, et ça paraît logique, c'est d'allaiter fréquemment, pour soulager la tension en vie dans le sein et stimuler la production. Si ton bébé ne tète qu'un seul sein à la fois, on va alterner de sein à la prochaine tétée. Tu peux mettre un petit chouchou à ton poignet pour te rappeler quel sein tu as donné à la précédente tétée. Mais bon, d'ici quelques temps, tu vas réussir à percevoir lequel tu dois proposer à ton bébé, puisque tu sentiras qu'il y a un sein qui est plus plein que l'autre. On va conseiller, quand le sein est engorgé, d'appliquer des compresses chaudes avant la tétée, pour favoriser l'écoulement, et des compresses froides après la tétée, pour soulager. Ou alors on peut appliquer ce qu'on appelle des pads, et il y a Lancino qui fait un truc super, c'est un pad, alors c'est-à-dire c'est quelque chose comme on met sur les entorses, qui ont la forme du sein, avec un trou central pour faire la place au mamelon, et on peut les mettre soit au congélo, soit au micro-ondes, pour avoir soit l'effet froid, soit l'effet chaud. En cas d'engorgement sévère, on peut utiliser des techniques de massage doux ou exprimer un peu de lait manuellement pour réduire la pression. L'expression manuelle, on peut la faire aussi sous une douche chaude qui va favoriser l'écoulement. Et en fait, ça se fait, on met ses doigts de part et d'autre du mamelon et on appuie vers l'arrière. Et comme ça va essayer d'exprimer du lait. Et Hélène, elle va nous parler de la technique du bol d'eau chaude. Alors moi, j'ai jamais réussi, mais il paraît que c'est super. On va venir prendre un bol d'eau chaude, donc un bol qu'on remplit d'eau chaude, pas bouillante évidemment, et on va venir mettre le sein dedans, et via un effet ventouse plus chaleur, en fait, ça peut déclencher le réflexe d'éjection et donc vider le sein tout doucement. Donc ça permet de vider un petit peu, encore une fois, dans le but que le sein soit moins engorgé, moins douloureux et plus mou, donc plus facile à prendre pour le bébé. On l'a dit dans l'épisode Démarrer son allaitement, il existe des facteurs documentés de retard de montée de lait, notamment l'hyperprolactinémie, l'obésité, la césarienne, surtout si elle est en urgence, parce qu'on va produire moins d'ocytocine immédiatement et la prolactine sera plus basse.
Il y a aussi l'insulinórésistance et le diabète gestationnel. Là, l'intérêt du recueil du colostrum en anténatal est à prendre en compte. Et aussi la prématurité qui retarde la montée de lait parce que on va pas être tout de suite en contact avec son bébé. Il va être pris pour des soins, et vu qu'on a une grossesse qui s'arrête plus rapidement, on produit moins d'hormones pour la lactogénèse. Et aussi en fonction en fait du degré de prématurité, plus c'est tôt, moins la glande mammaire peut être développée. Des fois, on a une glande mammaire qui est pas mature, donc pas prête à fabriquer suffisamment de lait, et donc retard de montée de lait, comme on l'a dit. Après, dans tous les cas, on va le répéter à chaque épisode. Mais pour favoriser la lactogénèse, qu'est-ce qu'on va faire, Cassandre? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait du pot à pot, puisque le pot à pot, c'est très important. Non, puisque le pot à pot, c'est ce qui va permettre au bébé de téter. En tétant, il vide le sein. Ça permet aussi, on le redit, et encore, on n'est même pas à 15 épisodes qu'on a déjà dit 1000 fois, mais ça va permettre de déclencher tout le jeu hormonal qui permet d'avoir une bonne lactation. On va pas forcer le bébé à téter, on n'est pas obligé de lui mettre le sein dans la bouche. Le principal, c'est vraiment le contact entre vous et le bébé. Il faut le laisser faire et lui laisser le temps d'atterrir. Il vient de découvrir 1000 choses juste en respirant pour la première fois, donc tranquille, on a le temps. Oui, et se faire accompagner, parce qu'une montée de lait tardive, c'est un possible retard de prise de poids pour ton bébé. Moi, par exemple, à ma 2e césarienne, je m'étais un peu plus documentée, et en attendant que je remonte du bloc, oui, on doit passer quand même en surveillance en salle de réveil, même si on a eu une rachis-anesthésie et pas forcément une anesthésie générale. Et donc, mon bébé était en pot à pot sur mon mari. Et moi, j'avais stimulé mes 2 seins avec une mini-expression manuelle une dizaine de fois de chaque côté. Et je sais pas si c'est ça qui a accéléré ma montée de lait par rapport à ma première césarienne, mais je me le laisse croire. Bon, et aussi, j'avais beaucoup plus fait de pot à pot car c'était en journée, j'étais moins fatiguée et j'étais informée. Je sais pas ce que t'en penses du coup, Hélène, si c'est bien ce que j'ai fait. Du coup, l'expérience nous montre que oui, a priori. Mais moi, je pense que c'est un mix de toutes ces situations. C'est que déjà, t'étais informée. C'était une césarienne programmée, pas comme la première fois, donc moins de stress, même si ça reste, je pense, quand même un petit peu stressant, mais quand même beaucoup moins en termes de pic de cortisol. Le fait de stimuler, vraiment, on va en parler sur l'expression anténatale, parce que là, c'est une idée de la semaine dernière, mais on a trop de trucs à dire. Mais voilà, le fait de stimuler un peu avant, voire dès le début, oui, parce que ça te donne confiance en toi, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui sort de tes seins, donc tu sais que t'es capable, en fait. Ouais, surtout, c'est une bonne idée en césarienne programmée de commencer avant. Après 37 semaines, par contre, mais de commencer l'expression manuelle avant pour recueillir du colostrum, pour se rassurer déjà avec le geste, et qui est quelque chose qui coule, ça peut être intéressant et rassurant. Oui, c'est clair. Et puis le pot à pot que t'as fait aussi, je pense que ça, pareil, ça a dû activer tous les voyants étaient au vert, et c'est pour ça que la deuxième fois, c'est beaucoup mieux. Ça s'est beaucoup mieux lancé, c'est clair. Puis il y a moins l'inconnu aussi. Mais donc moi, je persiste à dire qu'il faut quand même le noter et le communiquer sur son projet de naissance. Les sages-femmes le lisent, tout le monde le lit. De montrer que vous savez, que vous voulez faire immédiatement du pot à pot, la tétée d'accueil, et si c'est une césarienne, le pot à pot sur le papa, et vous, pourquoi pas faire l'expression manuelle. Et si vous n'avez jamais vu comment c'est avant, que quelqu'un vous montre tout de suite, ça peut être intéressant. Ouais, on en a parlé dans le dernier épisode, mais l'expression manuelle, ça peut être vraiment intéressant de montrer à ce qu'on vous le montre même avant l'accouchement, quand vos seins sont encore mous, puisque moi, pour le coup, je l'ai vécu pour mon premier enfant, j'ai eu des seins comme des briques, et là, je me suis dit, maintenant, comment ça sort? Il n'arrivait pas à téter, et en fait, je ne savais pas du tout comment on faisait, et puis quand les seins sont énormes, c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être que si j'avais été familière avec le geste, j'aurais beaucoup moins de mal, en fait, à faire un peu d'expression, à le vider, à rendre la chose plus confortable, en tout cas. Et prenez un recueil-lait. Et le recueil-lait. C'est trop bien. Voilà. Et alors, Hélène, moi, j'ai une question. Si je ne veux pas allaiter et que je veux bloquer cette fameuse montée de lait, qu'est-ce que je fais? Alors, ça va dépendre du moment où on en est. Si on est sûr avant l'accouchement de ne pas vouloir allaiter, et c'est possible. A priori, il y a peu de chances que vous soyez dans ce cas-là si vous écoutez ce podcast, mais on peut quand même parler de ça. Si on veut ne pas avoir de montée de lait, il ne faut pas mettre bébé au sein. Ça paraît bête de le dire parce qu'on a déjà expliqué comment ça marchait, mais en fait, il y a des femmes chez qui on insiste en disant si, faites quand même la tétée d'accueil, et elles sont catégoriques sur le fait de ne pas vouloir allaiter. Elles font quand même la tétée d'accueil, et en fait derrière elles ont une montée de lait du coup qui est très douloureuse puisque elles ne veulent pas allaiter, et du coup c'est pas forcément très sympa pour la maman.
puisque aujourd'hui on ne donne plus de médicaments pour bloquer la montée de lait, puisque le rapport bénéfice-risque est défavorable. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques en prenant les médicaments pour bloquer la montée de lait, des risques cardiaques principalement. Donc on n'en donne pas. Et du coup, on a juste des mamans qui se retrouvent avec des seins comme des briques, des douleurs, un bébé qui pleure, mais qu'elles ne veulent pas mettre au sein puisqu'elles ne veulent pas allaiter. Et on les laisse un peu comme ça. Enfin, c'est hyper dur. Donc, si on est sûr à 100% de ne pas vouloir allaiter, moi, je déconseille de faire une tétée d'accueil. Et peut-être à la naissance, privilégier le pot à pot avec le papa. Parce que le pot à pot, ça reste très important. Après, on peut aussi faire des câlins en gardant quelque chose sur les seins. Enfin, voilà. Vraiment essayer de bloquer ce mécanisme hormonal quand même. Encore une fois, c'est pour prendre en compte le désir de la mère, en fait. Si elle est sûre de ne pas vouloir allaiter, on n'a pas envie qu'elle ait mal, en fait. Donc, c'est pas obligé de lui déclencher une montée de lait. Après, si à la base, on a envie d'allaiter, qu'on fait une tétée d'accueil, et puis qu'en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas pour soi, ce qui peut aussi arriver. Il y a 1000 raisons de ne pas vouloir, et encore une fois, c'est vous et vous seul qui pouvez le savoir. Eh bien, comme j'ai dit, on ne donne plus de médicaments pour bloquer la lactation. Donc, en supposant qu'on ait eu une montée de lait et qu'on ne souhaite pas allaiter, on va faire des massages, on va mettre du chaud, on va vider le sein un tout petit peu manuellement pour soulager. En fait, on va pas le vider complètement puisqu'on l'a expliqué, si on vide complètement, il se re-remplit. Donc là, l'idée, c'est de le vider un petit peu de temps en temps pour soulager la douleur, pas complètement. Et petit à petit, bien comme il n'y a pas de demande, il va y avoir de moins en moins d'offres et la lactation va s'arrêter tout doucement. On a le droit aux antidouleurs dans ces cas-là. Ça, c'est votre sage-femme ou votre médecin qui pourra vous en donner, vous prescrire. Et on peut aussi utiliser des plantes, ça vaut ce que ça vaut en phytothérapie, mais le persil et la sauge qui peuvent aider à réduire la lactation. Et également, j'ai parlé de mettre du chaud pour faire de l'expression. Et après, on peut aussi mettre du froid pour calmer le côté très engorgé. Voilà, pour les solutions principales. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide et pas de culpabilisation à avoir parce que pour le coup, j'ai déjà vu des textes de mamans qui le vivent très mal en fait, le fait de faire cette montée de lait, de pas se sentir écoutée parce que on encourage les femmes à allaiter, mais on a aussi le droit de ne pas vouloir et donc vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est important. Oui, un petit smoothie persil sauge, nickel. Pour conclure, la montée de lait, c'est un moment clé dans l'allaitement, c'est le moment le plus important pour débuter son allaitement. N'hésite jamais à demander de l'aide pour allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Boub Boub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informées. C'était l'heure de la tétée.